Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançant en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous avons le plaisir de vous accueillir ce matin dans l'invité du direct avec M. Abdelwahed Kerrar, président de l'UNOP, l'Union nationale des opérateurs en pharmacie, et directeur général de Biofarm. Abdelwahed Kerrar, bonjour. Bonjour. Merci d'être de retour sur Radio M. On s'était vu la dernière fois en décembre 2016, au titre d'ailleurs de président de l'UNOP déjà à l'époque. Et nous avions fait passer en revue un petit peu la conjoncture du secteur de la pharmacie en Algérie. On va le refaire pendant ces 45 minutes, mais auparavant, et tout comme en décembre 2016, il y a une question de santé publique que la conjoncture et l'actualité nous a ramené au cœur de notre émission. Il y a 18 mois, c'était l'affaire RHB. De triste mémoire. Vous avez fait des déclarations tonitruantes à ce sujet qui, à mon avis, ont contribué aussi à en finir avec ce dossier-là. Aujourd'hui, nous sommes malheureusement en face avec une épidémie de la rougeole qui est très préoccupante et on parle d'un taux de couverture insuffisant de la vaccination. Est-ce que les Algériens ont renoncé de croire à la vaccination ? Non, je pense que les Algériens n'ont pas renoncé de croire à la vaccination. Il y a eu, il y a 2 ou 3 ans, des faits qui se sont avérés néfastes pour la vaccination. Il y a 20 ans, nous vaccinions normalement sans que personne ne nous demande notre avis. Et il y a eu une maldonne, je pense, entre 2 ministères, où le ministère de la Santé a fait son travail normalement et où on demande l'accord des parents écrit pour vacciner ses enfants. C'est ce qui a semé le doute, je pense, dans l'esprit de certains Algériens. Heureusement que la majorité a continué à se faire vacciner. Et il y a eu des voix ici et là qui ne sont pas du tout autorisées, qui n'ont aucune expertise, qui ont semé le doute dans l'esprit de certains parents. Et le résultat était prévisible. Donc, il y a un manque de couverture, et il y a il y a ce qui se passe, une petite épidémie de rougeole. Alors, on a besoin de comprendre parce que la situation est quand même sérieuse. Il y a 3500 cas de rougeole, avec 6 cas de décès à travers plusieurs wilayas. Et on sent donc dans la communication officielle qu'il y a une vraie préoccupation. Tout est parti de cette affaire à Louiba il y a 2 ans où il y a eu 2 décès donc, de néonataux, de nourrissons. Vous considérez que cette affaire-là n'a pas été bien traitée et c'est un peu de cette affaire-là que s'est insinué le doute? Je ne connais pas exactement les détails de l'affaire, la malheureuse affaire de Louiba, mais je pense que ça a démarré comme ça. Peut-être qu'il y a eu une mauvaise communication autour de ça, parce qu'une enquête a été diligentée. Les résultats, à titre personnel, je les ai pas vus. Et disons, juste après cela, la presse, bien sûr, a parlé de ça. Et juste après ça, on demande aux parents, l'enfant qui rentre chez lui le soir demande à son papa ou à sa maman de signer une autorisation donc, de vacciner, bien sûr. Ça sème le doute, disons, dans le calendrier, ça sème le doute dans l'esprit des gens. Oui. Alors, pour être précis, pour nos amis auditeurs, il y a une politique louable de l'État qui est celle de la médecine scolaire, donc dans les unités de dépistage de santé scolaire, les UDS. Et c'est vrai que pendant très longtemps, il n'y avait aucune demande d'autorisation. On vaccinait automatiquement. Nous, Voilà, nous on a été toujours vaccinés. Voilà. Et c'est cet artifice de vouloir demander qui a fait que dans des classes, on avait finalement de plus en plus de parents qui ne signaient pas, qui ne donnaient pas suite. Et donc, on ne pouvait pas vacciner leurs enfants. Exactement. Et moi, je tiens à rappeler quand même les grands efforts que fait l'État et le gap qui existe entre les grands efforts, les mobilisations financières qui sont faites dans les investissements, autant dans les hôpitaux que dans la médecine gratuite, que dans la vaccination gratuite. Et quand on voit les résultats, il y a quand même un grand gap, un divorce entre les moyens qui sont mis
et les résultats qu'on est en train de voir. Parce que le management de la communication de cet effort-là est mauvais. Exactement. Voilà. Le management et la coordination. Et la coordination. Ouais. Alors, introduire une demande. Alors, par contre, quand même, pour rester sur ce cas de la rougeole, ça n'attend pas la scolarité. On vaccine contre la rougeole à 9 mois. 9 mois. Ouais. Donc, à 9 mois, on peut imaginer qu'il y ait des parents qui aient délibérément choisi de ne pas vacciner leurs enfants, ne pas les ramener. Est-ce que là, ça n'introduit pas quand même une autre catégorie de doute qui est tout simplement inhérente à, ça s'est dit, à la qualité des vaccins? Moi, je ne suis pas, disons, je ne suis pas le Vous spécialiste êtes médecin. de la Vous êtes question. médecin. Je ne pense pas que l'Algérie est en train de s'approvisionner au niveau de sources douteuses. Je pense que l'Algérie s'approvisionne auprès de fournisseurs qui sont déjà agréés par l'OMS, qui sont connus sur la place. Aujourd'hui, il y a des analyses qui sont faites chez les laboratoires fabricants, qui sont faites en Algérie. Il y a un ensemble de dispositions que prennent tous les pays et que prend l'Algérie pour que les vaccins arrivent chez les patients dans les meilleures conditions. Et encore une fois, tout ce que nous faisions il y a 20 ans, qui se faisait très très bien, réellement, je ne vois pas comment aujourd'hui on arrive à des situations pareilles alors qu'il y a 20 ans, nous, à l'école, on ne nous demandait pas l'autorisation des parents pour vacciner. On venait nous vacciner, c'est tout, et on passait à autre chose. Et on n'en parlait même pas. Donc, aujourd'hui, il y a eu un recul quand même, et un recul qui est inexplicable. Est-ce qu'on peut envisager la production des vaccins en Algérie à large échelle? Bien sûr, il fallait privatiser la fabrication des vaccins, c'est tout. Tous les pays qui ont privatisé la fabrication des vaccins, aujourd'hui, malheureusement, le vaccin reste le monopole de l'État. Vous le déplorez? Je le déplore et je l'ai dit à tous ceux que j'ai vus et qui ont justement le pouvoir de changer ça. Alors, on va pas et malheureusement, dans la nouvelle loi sur la santé, qui n'a pas encore été signée, nous étions de ceux qui demandions justement que le secteur privé puisse fabriquer des vaccins, soit en association avec l'État, soit en association avec des firmes étrangères ou tout seul. Et quand ça reste un monopole public, ça veut dire qu'on veut le réserver à une entreprise publique ou on veut le réserver à l'importation? Je pense que dans l'esprit, c'est de les réserver à l'Institut Pasteur. Alors que la vocation de l'Institut Pasteur, comme dans tous les autres pays du monde, c'est une vocation de recherche et une vocation universitaire. On voit l'Inde, par exemple, on voit beaucoup d'autres pays qui aujourd'hui fabriquent des vaccins. Si vous voulez, c'est surtout le secteur privé qui le fait. Abdelwahid Kra, les Algériens auraient encore plus confiance en un vaccin fabriqué chez eux? Oui, je pense que les Algériens font déjà confiance aux médicaments qui sont fabriqués en Algérie. Sur les 830 millions de boîtes qui ont été vendues en officine en 2017, plus de 475 millions ont été fabriqués en Algérie. Et nous avons commandé une importante étude, une grande étude sur un échantillon de 2600 personnes. Cette étude, les résultats vont être publiés en début avril. Donc, c'est une étude qui a été commandée par l'UNOP, un grand institut de sondage. Les résultats préliminaires montrent que les Algériens font confiance maintenant aux médicaments fabriqués en Algérie. Donc, il fallait avoir le souffle lent, un peu de patience, et c'est normal que la confiance s'acquiert, disons, d'une manière progressive. Alors, de ce point de vue-là, vous n'allez pas déplorer que la loi sur la santé n'ait pas encore été signée, puisqu'il y a peut-être encore la possibilité de changer cette disposition de loi qui démonopolise la production des vaccins. La production, la distribution, j'espère, oui. Très bien. Alors, comment va évoluer le marché domestique de médicaments en Algérie? Parce que là, on se rend compte quand même qu'il y a de plus en plus de situations de ce type-là où on a le sentiment que les Algériens veulent consommer un peu moins de médicaments, surtout s'ils viennent de destinations qu'ils considèrent comme n'étant pas suffisamment sérieuses, entre guillemets. On sait que ce n'est pas le cas, puisqu'il y a toujours les préqualifications de l'OMS qui font qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Est-ce que les Algériens vont rattraper le gap par rapport à la consommation des pays avancés? Aujourd'hui, l'Algérien consomme une moyenne de $72 par habitant. Je rappelle que la moyenne mondiale est de $127 par habitant.
On est loin derrière le Liban, par exemple, qui est à 260. On est loin derrière la Grèce, qui est à peu près $400 par habitant. Donc, ça, c'est pour dire à tous ceux qui disent aujourd'hui que l'Algérien est un grand consommateur de médicaments, c'est totalement faux. C'est une information qui est totalement fausse. Et c'est-à-dire qu'il y a encore de la marge, bien sûr, à rattraper. Il y a surtout des produits innovants qui doivent être commercialisés. Et il y a surtout aussi une industrie à continuer à encourager pour justement que ce gap, que ce rattrapage se fasse par la production locale. On va bien sûr en parler, M. Kellal, mais au préalable, ce gap par rapport à la moyenne mondiale de consommation, c'est un gap en valeur. Mais si on l'évoque en unité consommée, parce que on sait que le dinar est relativement faible par rapport au dollar, est-ce qu'on n'est pas plus près quand même de la moyenne mondiale en termes d'unité consommée? Je vais vous dire, on a une grande défaillance, et pas plus tard qu'hier, on le disait dans une réunion au ministère de la Santé, il n'y a pas de statistiques publiées quant à la consommation de médicaments. Nous ne pouvons pas imaginer vouloir avoir la volonté d'avoir une industrie pharmaceutique, une filière, n'importe laquelle d'ailleurs, sans qu'il y ait l'information économique. Aujourd'hui, les autorités de santé ont toutes les informations des opérateurs et des producteurs mensuellement. Il faut exploiter ces données, les publier sur un site autorisé et justement, premièrement, utiliser ces informations pour faire des prévisions pour l'avenir, donner ça à des épidémiologistes, à des chercheurs, pour essayer d'avoir l'image dans 10 ans, qu'est-ce que sera la consommation en Algérie. Ça nous aidera aussi, nous, industriels, à orienter nos investissements, mais aussi afficher ces résultats pour que les industriels sachent et le détail du marché. Donc, c'est pour ça que je ne pourrais pas répondre à votre question sur cet angle-là. Alors, tout de même, on sait que le marché domestique va continuer à croître, que la demande, que le besoin en couverture médicale va continuer à croître, ne serait-ce que par effet mécanique démographique. Démographique, voilà, oui. Ne serait-ce que par cela, mais aussi parce que le rallongement de la durée de vie fait que nous consommons plus, avons plus besoin de soins dans la dernière partie de nos vies. En décembre 2016, vous aviez exprimé une crainte par rapport à une éventuelle bulle de l'offre de projets dans votre secteur, dans votre filière de la production de médicaments. Il y avait, en moyenne par rapport à la population, beaucoup trop de projets. On n'était pas certain que ces projets puissent devenir bancables économiquement compte tenu du rythme d'évolution du marché. Est-ce que la crise depuis, est-ce que l'évolution du marché depuis, elle a lissé ce risque ou est-ce qu'il existe toujours? Est-ce qu'il y a beaucoup de confrères qui arrivent chez vous pour taper aux portes de l'UNOP? Vous savez, on a aujourd'hui un tissu industriel. On a plus de 85 unités de production, pas de conditionnement, comme le disent nos détracteurs, mais on a juste plusieurs projets qui ont eu des agréments provisoires au niveau du ministère de la Santé. Cela peut constituer un fer de lance extrêmement important pour couvrir le marché et surtout pour exporter demain, si toute cette énergie, tous ces investissements sont exploités de la meilleure manière, sont un peu orientés, disons, comme ça peut devenir si la situation actuelle persiste, l'inertie actuelle persiste, ça peut devenir, bien sûr, des usines qui vont fermer dans quelques années. Et aujourd'hui, depuis qu'on s'est vu il y a un an, le dinar a dévalué. Tous ceux qui avaient un investissement en cours, qui avaient des prêts bancaires en cours, aujourd'hui, ils voient que le remboursement en dinar va être supérieur. Alors, d'un côté, le remboursement de leur crédit va augmenter. D'un autre côté, le ministère de la Santé et de la Sécurité sociale sont en train de baisser, de mettre une pression à la baisse des prix. C'est pour vous dire, c'est pour prendre la mesure des choses que tous ces jeunes investisseurs qui sont là et qui arrivent vont avoir d'énormes difficultés à
à réaliser leur business plan qu'ils ont fait, ça fait 5 ans. Donc, si j'ai bien tout compris, le risque d'une bulle de l'offre, il est relatif. Ça dépend de comment va évoluer l'environnement des affaires, la dynamique des investissements. Dans l'absolu, on peut avoir besoin de ces investissements. Si les choses deviennent plus dynamiques. Vous savez, aujourd'hui, je vais vous dire, la Tunisie, le Maroc, je rappelle quand même que l'Algérie, en valeur, fabrique plus que la Tunisie et le Maroc. C'est une petite source de fierté quand même pour nous. Mais la Tunisie et le Maroc arrivent à couvrir 65 à 70% de leurs besoins avec 25-30 unités de fabrication. Je ne suis pas en train de... C'est vrai qu'aujourd'hui, les capacités installées sont supérieures à la demande du marché algérien. C'est pour cela qu'il est temps aujourd'hui de préparer le chemin de l'exportation. Et le chemin de l'exportation, c'est un métier que nous ne connaissons pas. C'est quelque chose qui se fait sur la durée. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire. Les fabricants doivent être à un certain niveau de qualité, je veux dire, sur le plan des dossiers, tout ça. Les réseaux doivent s'ouvrir. La chancellerie doit travailler. En tout cas, mais c'est un plan d'action. Je parle des transports, je parle de beaucoup de choses. On va pouvoir l'évoquer plus en détail, Abdelwahed Kerrar, dans la dernière partie de cette émission. Mais auparavant, il faudra quand même que vous trouviez une solution à cette situation de pression vers le bas de vos prix, dont la source principale est la CNAS. La CNAS a sa logique. On entend régulièrement, encore son directeur général l'a développé cette semaine sur Alger Chaîne 3. Il y a déjà une année, vous disiez il y a certaines gammes de produits que vous ne pouvez plus assurer parce que vous êtes dans un équilibre coût-prix de vente qui est négatif et qu'à terme, vous ne pouvez plus continuer à les assurer pour le marché. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'UNOP depuis ? Moi, je voudrais d'abord rassurer nos amis auditeurs. C'est toujours malaisé de parler de prix, surtout dans le médicament. Surtout que les prix, tous produits confondus, ces 5 dernières années, ont connu une flambée extraordinaire. Donc, les chiffres de l'ONS sont là pour le prouver. C'est toujours malaisé de parler parce qu'il s'agit de santé, mais il est indispensable d'en parler parce que d'abord, il faut lever l'équivoque de dire nous voulons seulement augmenter les prix de certains médicaments dont les marges sont devenues pratiquement nulles. En fait, nous ne voulons même pas augmenter nos prix de médicaments. Nous voulons le dinar, on achète nos matières premières et nos intrants en devises. Il y a eu une dévaluation depuis 5 ans, parce que c'est la durée de l'AMM, de 30 à 40%. Nous ne voulons rattraper que ce gap qu'on a perdu, c'est tout. Ce n'est pas une augmentation dans l'esprit des gens, les gens vont comprendre qu'on veut augmenter. Il y a eu une augmentation des salaires, il y a eu une inflation en 5 ans d'à peu près 23 ou 24%. En cumulé. Voilà, les salaires en 5 ans ont augmenté de 25%, dévaluation de plus de 40%. Donc les producteurs ne veulent que rattraper cela. Et ce qui est quand même dommageable, c'est là où ça fait mal, c'est que le produit qui est importé, parce qu'il est libellé en monnaie étrangère, il a la garantie de change et les produits importés dans les pharmacies, leur prix est en train d'augmenter. Alors que le producteur local, son prix est figé sur 5 ans. Ça, c'est quand même une concurrence déloyale en défaveur de la production. Alors, on va prendre le scénario le plus plausible, c'est que le ministère ne bouge pas sur cette question-là. Quand on arrive au bout des 5 ans, comment se fait le réalignement de vos coûts ? Est-ce que c'est automatique ? Est-ce que là aussi, c'est une négociation ? Au bout de 5 ans, c'est ni l'un ni l'autre. Il n'y a pas de réalignement automatique. Nous voulons mettre en place un processus. Il n'y a pas de réalignement automatique et les demandes de revalorisation, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, des prix, sont systématiquement, disons, quasi-totalité rejetées. Il faut savoir que... Même au bout des 5 ans ? Oui, même au bout des 5 ans, bien sûr. Il faut savoir que le Premier ministre a mis en place un comité pour le médicament, et notamment pour parler des marges et des prix, ça fait plus de 2 ans. Cette commission s'est réunie plus de 30 ou 40 pluriministériels. Parce que ce n'est pas une histoire du ministère de la Santé uniquement. Depuis 2 ans, il n'y a aucun résultat qui a été fait. Aucun résultat n'a été publié depuis 2 ans
Parce que, en fait, nous confondons encore dans notre pays le remboursement et le prix du médicament. Vous savez, tous les gouvernements, et aussi l'Algérie, en matière de consommation de médicaments, ont 3 objectifs. D'abord, avoir une industrie puissante et performante. Puis, deuxième objectif, fabriqué des produits de qualité. Et ça coûte de l'argent. Et troisièmement, permettre l'accès aux médicaments aux plus larges couches de la population. Une conciliation de ces 3 objectifs peut être possible. Mais quand on se concentre sur le troisième, avoir accès à tout prix aux médicaments, ce qui est un objectif noble, mais quand ça va devenir aux dépens des 2 premiers, ça va le devenir. Si on continue comme ça se fera aux dépens de la qualité, ça se fera aux dépens du tissu industriel qui a été bâti maintenant depuis une quinzaine d'années. Et donc on marche à pas forcer vers le modèle égyptien versus modèle jordanien, c'est-à-dire un modèle pas cher, low cost, mais qui n'est pas en mesure de s'exporter. Qui n'est pas en mesure de... Et je vais vous dire, les Égyptiens se sont alignés. Les Égyptiens se sont alignés. Ils viennent de permettre une augmentation de 20% de leur prix, vu que la monnaie égyptienne a dévalué. Les Turcs l'UNOP égyptienne est plus efficace que l'UNOP algérienne, M. Kra. Je ne sais pas, je ne connais pas l'UNOP égyptienne, mais peut-être que les interlocuteurs de l'UNOP égyptienne ont plus d'écoute. D'accord. Enfin, dans le cas du régime de M. Sissi, je ne sais pas si c'est de la bonne écoute, mais bon. On referme la parenthèse. Justement, à propos d'interlocuteurs, il y a quelque chose qui a évolué depuis notre dernière rencontre, c'est la mise en place de la NPP, donc, qui est supposée faire avancer un peu ces problématiques-là et d'être celle de l'enregistrement, des autorisations d'importation, etc. Comment ça se passe avec ce nouvel interlocuteur? Vous avez bien dit le terme « elle est supposée ». Vous savez, nous avons toujours milité pour qu'il y ait un seul interlocuteur et une agence du médicament. Et en fait, à travers tout le monde, il n'y a pas d'industrie pharmaceutique qui soit devenue forte s'il n'y a pas à côté une agence du médicament qui soit forte, qui ait les moyens et qui puisse accompagner le formidable élan de notre industrie aujourd'hui. Et là où nous nous attendions à ce que cette agence, justement, nous règle nos problèmes, raccourcisse les délais et, pour qu'on puisse enregistrer de plus en plus de produits fabriqués localement et pour qu'on puisse baisser cette enveloppe des importations, malheureusement, depuis maintenant plus d'1 an, faute de moyens, cette agence aujourd'hui est devenue une source d'allongement des délais. Et là où nous attendions à ce que nos problèmes se résolvent, malheureusement, ils se sont accentués. Depuis qu'on s'est vu, par exemple, l'année passée, on a beaucoup plus de soucis par rapport à l'enregistrement de nos produits. À quoi c'est dû? Est-ce que c'est dû à un sous-staffing de la NPP? C'est simple, alhamdoulilah, c'est pas dû à une mauvaise volonté des gens qui sont là, mais il faut dire qu'on a mis en place une agence qui a pris le relais d'une direction de la pharmacie. Il n'y a aucun calendrier, en tout cas, qui a été tracé. Tout au moins, nous ne sommes pas mis, au courant d'un calendrier qui a été tracé. Des moyens humains et matériels, parce qu'il n'y en a pas. Elle est complètement, totalement dépourvue de moyens humains et matériels, au point, et je suis certain que ça va étonner plus d'un, pas ceux qui sont dans le médicament, on ne peut pas déposer plus de 2 dossiers par semaine à l'enregistrement pour les produits fabriqués localement. Aujourd'hui, pour importer des intrants, nous avons déjà l'obligation d'avoir un programme d'importation, ce qui n'est pas normal, des intrants et des matières premières, mais aussi on ne peut le déposer qu'une fois par semaine. C'est complètement ahurissant et inimaginable. Alors que c'était supposé mieux permettre de faire fonctionner le secteur. Et ça, c'est dû parce qu'on ne peut pas traiter ces dossiers en temps et en heure, et il n'y a pas assez de demande, de cadres pour les traiter. Voilà, il n'y a pas assez de cadres, il n'y a pas assez de moyens. Vous savez, moi, quand je vois la direction de la pharmacie tunisienne réunir ses producteurs, parler de bonne gouvernance pour une administration, parler du nombre de dossiers à l'enregistrement, parler d'objectifs,
parler de raccourcir les délais, on passe de tant de jours à tant de jours, suivre l'enregistrement de son dossier en ligne, prendre rendez-vous pour déposer le dossier en ligne. Nous, nos pharmaciens, ils sont en voiture toute la journée entre le ministère et l'entreprise. Des dizaines de choses peuvent se faire en ligne. Et sur ce plan-là, sur le plan de la connexion, on est très très loin. On est à l'âge de pierre. Qui peut doter de l'ANPP de plus de moyens? Le ministre ou le gouvernement? Est-ce que c'est un problème de budget? Est-ce que c'est un problème de décision, de gouvernance? C'est quoi? Je ne suis pas, disons... C'est quand même grave. C'est quand même grave. Bien sûr que c'est grave. Quand on connaît la situation économique de l'Algérie, quand on sait que nous avons aujourd'hui l'outil, nous avons les moyens humains et matériels pour couvrir une grande partie de nos besoins, pour faire de telle sorte que cette industrie exporte comme l'industrie jordanienne, pour faire de telle sorte que cette industrie soit un site alternatif pour des producteurs européens, on a d'énormes capacités. On a réalisé aujourd'hui, avec tous les soucis qui sont là, l'environnement du producteur, on arrive à couvrir 50% des besoins. Avec tous les soucis de formation, l'inadéquation de la formation de l'université, nous sommes arrivés en tant que producteurs à former nous-mêmes des centaines et des centaines d'universitaires. Donc, l'outil est là. Nous avons proposé au gouvernement, le mois de novembre 2017, un contrat de développement qui ne coûte aucun dinar à l'État. Nous avons proposé un contrat de développement en 6 points et nous nous sommes engagés à travers ce contrat, si on nous répondait favorablement à cela, nous nous sommes engagés à couvrir plus de 70% de nos besoins et à aller conquérir les marchés à l'exportation. Le fameux 70% que les pouvoirs publics veulent vous voir atteindre en termes de couverture du marché algérien. Oui, mais bon, c'est un souhait. Nous le souhaitons tous. Mais pour le faire, ce 70%, entre aujourd'hui et 70%, c'est $1 milliard. Économiser $1 milliard, eh ben, il faut un plan d'action, il faut un chef d'orchestre, il faut un comité interministériel. Je ne vais pas vous parler des alcools aujourd'hui. Vous savez, on est dans une situation où les produits fabriqués localement sont interdits à l'importation, tout au moins certains. Eh bien, acheter de l'alcool isopropylique ou de l'alcool éthylique qui est indispensable pour fabriquer nos produits, aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Il y a une seule entreprise étatique qui l'achète et aujourd'hui, il n'y a pas d'alcool. Il n'y a aucune visibilité d'ailleurs sur l'alcool. Ça, c'est un petit problème parmi d'autres. Est-ce que justement la politique de contingentement des importations qui a été engagée par les derniers gouvernements algériens impacte en particulier votre activité? Vous savez, moi je ne me presse pas, si vous voulez, de critiquer cette politique parce que la situation économique du pays n'est pas bonne. Ceux qui sont là aujourd'hui, tout au moins nos interlocuteurs au ministère, essayent de faire tout ce qu'ils peuvent avec très peu de moyens pour essayer d'approcher la consommation algérienne, puisqu'il n'y a pas de statistiques, pour essayer de délivrer les justes quantités. Et bien sûr, ils peuvent faire des erreurs, ça c'est clair, mais à leur décharge, l'importation a reculé quand même. C'est vrai qu'il y a eu des ruptures. C'est une grosse responsabilité quand même. L'arbitrage entre réduire les importations et éviter les ruptures. Exactement. Et c'est une grosse responsabilité que des gens qu'on respecte beaucoup, qui travaillent 14 heures par jour au ministère de la Santé, le font. Et bien sûr, nous ne sommes pas de ceux qui tirent sur les ambulances ou qui profitent de quelques erreurs qui parfois sont, je conçois qu'elles soient dramatiques, mais quand même, ils ont, disons, globalement, il y a un travail assez sérieux qui est en train de se faire aussi. Alors, des raisons de s'inquiéter quand même, monsieur le président de l'UNOP, par rapport à l'avenir. On a bien compris qu'il va être difficile pour les producteurs algériens de médicaments de construire un modèle suffisamment rentable pour pouvoir engager la bataille des nouvelles classes de médicaments, celles de l'avenir, celles que les Algériens vont consommer de plus en plus. Il y a les anticancéreux, il y a la biotechnologie. Est-ce que vous dites qu'on est en train de laisser filer un gap
dans cette remontée des filières technologiques et qu'il va être difficile de le rattraper. Vous savez, le monde bouge autour de nous et beaucoup de pays sont en train de faire d'énormes pas. Nous, notre grand souci, on l'a dit à plusieurs reprises, c'est le temps. Nous avons un grand ennemi qui est le temps. Les décisions, c'est malheureux de le dire, mais je vais le dire, les décisions qui se prennent, qui devraient prendre 1 mois pour se prendre, chez nous, ça prend 1 année, ça prend 6 mois. J'étais dans une commission, je ne vais pas rentrer dans les détails, pluriministérielle. On parlait de compléments alimentaires. Déjà, nous n'avons pas de réglementation pour les compléments alimentaires, pour les produits à base de plantes, pour les produits de biotechnologie. On ne peut pas concevoir avoir une industrie pharmaceutique si autour, il n'y a pas ce cadre réglementaire. Donc, j'étais dans cette commission, un représentant d'un ministère, parce qu'à la fin, il fallait un projet qui a été donné et on a demandé à ce que ça soit critiqué et bien sûr avec un deadline. Et quand vous avez un directeur central d'un ministère qui dit fièrement, je n'ai pas d'ordre à recevoir, le deadline, ce n'est pas à vous de me dire que c'est dans 21 jours ou 30 jours, et mes remarques, ce n'est pas à vous que je vais les donner. Ce n'est pas sérieux, il y a un manque de discipline, et je pense que tout le monde devrait se mettre au travail. Ça, c'est un petit échantillon parmi d'autres, parce que malheureusement, le médicament dépend de plusieurs ministères. On ne sent pas, nous, en tant qu'opérateurs, une harmonie entre ces ministères et tout le monde devrait se mobiliser et être au service, parce que les gens oublient qu'ils sont là au service de l'économie algérienne et tout le monde devrait se mobiliser dans ce cas-là. Alors, on a bien compris que pour construire un sentier d'investissement vers donc des productions pharmaceutiques à plus haute valeur technologique, c'est ce qui nous attend, c'est ce que nous devons faire. Oui. Il manque un cadre réglementaire juridique, donc il y a une partie du travail qui est dans le camp de l'administration et du gouvernement, ça vous venez de l'expliquer. Mais dans le même temps, on a le sentiment qu'au niveau du business, ça bouge déjà. Je ne sais pas où est-ce que vous situez, par exemple, les 2 partenariats qui ont été signés à Paris en novembre dernier, en présence des 2 premiers ministres algériens et français, concernant la production d'anticancéreux en Algérie, donc entre un acteur français et un acteur algérien. Est-ce que ce n'est pas le début d'une avancée dans cette direction? Vous savez, les anticancéreux, c'est, disons, des aires thérapeutiques où déjà il y a plusieurs fabricants qui arrivent sur ça. L'enjeu n'est pas dans les anticancéreux. Qui arrivent, oui, on aura des unités de production d'anticancéreux, je pense, dans les 18 mois qui arrivent. Là aussi, c'est des gens qui sont courageux, qui ont beaucoup investi, et qui aujourd'hui n'auront qu'un seul client qui est la pharmacie centrale des hôpitaux. Donc demain, si cette pression à la baisse des prix continue, eh ben, ils auront mal fait d'investir, ils auront pris la mauvaise décision. C'est pour dire qu'il y a des investisseurs qui font beaucoup confiance à nos autorités et qui sont en train de suivre les recommandations qui sont en train d'être faites. Peut-être qu'ils vous font confiance à vous, M. Karara. Ils font confiance à la capacité de l'UNOP de convaincre les autorités qu'il faut déplafonner les prix pour que cette industrie puisse se mettre en place en Algérie. Oui, ne surestimez pas mes capacités, elles sont pas aussi grandes que ça. Voilà, nous avons des convictions. J'espère que nous le défendons bien, tout au moins au service de notre pays. Mais nous souhaitons aussi qu'il y ait, aujourd'hui, on veut être des partenaires. Et aujourd'hui, sincèrement, nous n'avons pas, tout au moins avec certaines parties, nous n'avons pas l'impression d'être des partenaires. Quand on reçoit plus souvent des chanceliers que des producteurs locaux, je pense qu'il faut se poser des questions. C'est bien entendu. Alors, on a évoqué en pointillé plusieurs fois durant cet entretien la nécessité de sortir du marché algérien, d'aller à l'international. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, M. Karara, le médicament produit en Algérie est-il compétitif sur un plan financier et économique? Aujourd'hui, ça dépend versus qui. Être compétitif versus Inde ou versus Chine, non, probablement. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on dit quand on veut avoir une industrie puissante, il y a un prix à payer, surtout maintenant, pour qu'elle soit consolidée,
Vous savez, nous, notre vision de ce qui se passe, c'est que l'Algérie protège son marché, courageusement d'ailleurs. Beaucoup de partis lui font le reproche, mais on sait aussi que cette protection ne va pas durer une éternité. Elle date, on peut le rappeler à nos amis Elle date auditeurs, depuis 2008. Depuis 2008. Sa mise en œuvre aurait gagné à être meilleure, mais bon, on ne va pas revenir sur ça. Mais aujourd'hui, si vous voulez, notre compréhension, c'est que après cette protection, ils vont émerger 5, 6 champions locaux régionaux qui pourront justement aller conquérir des marchés extérieurs. Aujourd'hui, nous avons un grand souci parce que les entreprises algériennes, leur capital est ouvert pour des entreprises étrangères, pour que des entreprises étrangères prennent des participations. Malheureusement, les entreprises algériennes ne peuvent pas prendre de participation à l'étranger. Quand vous voulez vous développer rapidement, vous allez acheter un réseau commercial qui existe déjà. Quand vous voulez acquérir rapidement la biotechnologie, vous allez acheter une entreprise de biotechnologie. Aujourd'hui, nous sommes sclérosés, nous sommes handicapés par rapport à ça. Ça, c'est un sujet qui est parmi les sujets, justement, d'avoir des champions locaux régionaux. Le sujet d'acquérir des participations à l'étranger est un sujet primordial. Sclérosé par quoi? Sclérosé par la législation de change, sclérosé par les règlements de la Banque d'Algérie, sclérosé par quoi exactement? Nous sommes sclérosés par beaucoup de facteurs. Par le transport déjà. Nous ne sommes pas concurrentiels versus Marocains par le transport. Déjà, à des lots là. Nous sommes freinés. L'activité cargo d'Air Algérie n'est pas performante, on peut le dire comme ça. Algérie ou le bateau, tout. Deuxièmement, la Banque d'Algérie, nous avons de grands soucis, dans ce cadre-là déjà des acquisitions, pour participer à un avis d'appel d'offres, je ne sais pas, en Côte d'Ivoire ou ailleurs, on vous demande d'offrir des prix rendus pharmacie centrale de Côte d'Ivoire. Ça veut dire que vous devez payer les droits de douane d'ici, vous devez payer le transitaire d'ici, vous devez payer le transporteur pour vous faire arriver la marchandise. Notre cadre réglementaire ne le permet pas aujourd'hui. Payer des délégués médicaux qui font la promotion de nos produits en Mauritanie, pourquoi faire payer 27% de plus aux producteurs algériens? Pourquoi aujourd'hui ne pas permettre... Pourquoi ce serait 27% on paye des de taxes. plus? C'est un service, on paye des taxes. C'est considéré comme un service. Je ne vous parle pas d'organiser un meeting à Abidjan pour des médecins qui apprécient nos produits. Il faut rappeler aux auditeurs qui ne le savent pas qu'il y a plusieurs entreprises algériennes aujourd'hui qui exportent sur plusieurs pays d'Afrique. Et donc, ce que nous disons, c'est que toutes ces énergies, toutes ces usines qui sont là peuvent devenir demain un fer de lance pour l'exportation. Pourquoi aujourd'hui la Jordanie exporte 600 ou 700 millions de dollars par an? Parce que des dispositions ont été prises. En Jordanie, les prix ne sont pas aussi bas que les prix algériens. Nous sommes le pays qui a les prix les plus bas de la région MENA après l'Égypte. Question stratégie. Les prix les plus bas dans la région avec l'Égypte, ça en fait potentiellement un exportateur. Votre filière devrait exporter. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer quand même qu'après avoir été le vaisseau amiral de la substitution aux importations, 2008, ça c'est avant l'automobile, avant le téléphone portable, aujourd'hui, etc., c'est l'industrie pharmaceutique. Exemple plutôt vertueux, puisque la protection ne peut pas durer indéfiniment, il faut le rappeler, mais ça a permis de développer un écosystème domestique. Est-ce qu'on ne peut pas considérer aujourd'hui que c'est de votre responsabilité, après avoir été les pionniers de cette expérience pour le marché domestique, d'ouvrir les portes du marché extérieur? Je vais vous dire une question directe. Est-ce que vous ne communiquez pas assez sur les difficultés à l'export? Moi, je peux vous faire ce reproche à vous, M. Kral, et à l'UNOP, de ne pas être le bouclier sur ces questions-là. Pourquoi le laisser à Cévital ou à d'autres secteurs qui peut-être n'ont pas le potentiel d'exportation que vous avez? Vous savez, j'accepte toutes les reproches et je vais les analyser. Je vais vous dire un autre reproche, c'est qu'on ne fait pas beaucoup de promotion vis-à-vis des Algériens, de notre industrie, de la qualité de notre industrie. Mais ce que je vous dirais par rapport à l'export, c'est qu'il
Ne perdez pas de vue qu'on est de jeunes entreprises qui ont 10-15 ans d'âge, qui sont occupées à fabriquer des produits de plus en plus, parce que l'enjeu, c'est le développement de nouvelles molécules, qui sont empêtrés dans les problèmes quotidiens et quelques problèmes que je viens de vous citer, qu'il y a un marché demandeur aujourd'hui, puisque nous ne couvrons que 50% de nos besoins, qu'il y a des technologies à acquérir. Je rappelle que quand même, il y a des pas de géants, je ne vais pas rentrer dans le détail. Vous êtes en train de me dire que le problème de l'exportation n'est pas central dans votre agenda? Non, je n'ai pas dit ça. Le problème de l'exportation est vital. Si on n'exporte pas à partir de 2021-2022, beaucoup d'entreprises locales vont fermer. Tous les investissements qui ont été faits seront malheureusement, disons, perdus. Non, je ne dis pas ça. L'export, pas seulement en Afrique, parce que ce que je veux dire, c'est que nous avons un potentiel. L'Algérie a beaucoup d'amis aussi. Vous savez, le politique joue aussi dans l'export. Il y a des dispositions de la Banque d'Algérie, il y a des dispositions dans le transport, il y a beaucoup de dispositions qui peuvent être prises. Mais on ne peut pas aujourd'hui dire nous voulons exporter, comme on dit depuis des années, nous voulons avoir une industrie pharmaceutique forte, et bien du côté de la formation, on n'a rien fait. Du côté de la formation professionnelle pour les métiers de l'industrie pharmaceutique, on n'a rien fait. Je veux dire qu'il y a un plan d'action. Pour l'export, il faut faire un plan d'action, ramener les ministères qui sont concernés, mettre les professionnels, que les professionnels autour de la table. Malheureusement, dans nos réunions, en général, il y a 1 ou 2 personnes qui maîtrisent et les autres sont là pour le décor. Quand on fera ça, quand on prendra des décisions qui seront suivies d'effets et d'actions rapides, là, on dira qu'on aura fait du boulot. Pour rester optimiste, est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être un modèle, là on parle d'une ancienne Algérienne, de quelques anciennes Algériennes, vous êtes aussi le directeur général de Biopharm, je le rappelle, est-ce que le modèle exportateur va peut-être des médicaments algériens ne va pas peut-être être tracé par un partenariat entre un acteur algérien et un gros laboratoire international? J'ai réfléchi à haute voix. Hein. Par exemple, quand il y a des excédents installés, des capacités excédentaires installées, aujourd'hui dans le ciment, il y a une bulle qui s'est créée dans le ciment. Lafarge Holcim Algérie s'est mis à exporter à partir de l'Algérie. Et comme elle a son réseau, parce que c'est une multinationale, ça se fait plus facilement que pour son équivalent public. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que c'est aussi un chemin qui peut vous ouvrir la voie? Saïdal associé à un grand groupe international, un gros laboratoire, qui se met à exporter massivement et qui ouvre des canaux de distribution pour vous. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure que nous avons tous les avantages à devenir aujourd'hui, nous avons toutes les capacités à devenir des sites alternatifs pour des entreprises européennes où les prix sont élevés. Je vais vous dire mieux. Quand un ambassadeur va voir un ministre algérien, il va le voir pour les intérêts de quelques entreprises. Nous souhaitons que justement notre ministre algérien, pas spécialement celui de la santé, dise à ce ministre, à ce chancelier, que nous avons aussi de notre côté des usines qui sont là. Venez fabriquer vos produits pour une exportation sur l'Europe qui sont là. C'est ça, il faudrait renverser la vapeur. Aujourd'hui, nous sommes en train de subir les assauts des uns et des autres, alors que, ok, je subis vos assauts, mais aujourd'hui, j'ai en contrepartie des choses à demander. Pourquoi ne fabriquerions-nous pas des produits pour l'Europe? Nous avons un pays ami qui est la Chine. Pourquoi ne fabriquerions-nous pas des produits pour la Chine? Surtout que de l'autre côté, il y a beaucoup de marchés qui sont réalisés en Algérie. Et ce serait possible sur quelle ligne de produits? Parce qu'on imagine que dans le cas de la Chine, il y a une offre importante. Oui, il y a une offre importante, mais il y a beaucoup de pays qui exportent sur la Chine. Nous pouvons avoir notre petite part de marché. Je ne dis que ça, mais l'Algérie, vous savez, l'Algérie a formé beaucoup de cadres aujourd'hui dans beaucoup de pays africains. Nous sommes appréciés nous-mêmes dans beaucoup de pays. Et beaucoup de cadres qui ont de grandes fonctions
sont reconnaissants vis-à-vis de l'Algérie. Même ceux-là, nous ne sommes pas en train de l'exploiter. Est-ce que vous vous sentez pas suffisamment soutenu sur cette thématique par une organisation comme le Forum des chefs d'entreprise? Parce que vous êtes comme très pris sur votre activité professionnelle. Est-ce que c'est pas plus son rôle d'ouvrir par exemple, de faire changer la législation au niveau de la Banque d'Algérie? C'est pas possible que ça continue comme ça. Écoutez, la législation au niveau de la Banque d'Algérie est un sujet que l'UNOP a posé. On a eu des réunions avec la Banque d'Algérie, le ministre du Commerce, et on a parlé ouvertement de tout ça. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il n'y a pas d'action derrière. Si vous voulez, tous nos interlocuteurs acquiescent et sont d'accord avec ce qu'on dit. Le problème, il est politique. Il est politique, voilà, finalement. Comme notre ami. Le souci, c'est que il y a une déconnexion entre une volonté politique qui est saine, qui est bonne, et l'action. L'influx nerveux ne passe pas du cerveau au bras. C'est ça le... Très bien, on aura du mal à finir avec une note optimiste, mais on va quand même noter que l'UNOP reste le cadre dans lequel, qui assure, vous avez, avec vos adhérents, ils sont 40 ? Ils sont une quarantaine. Oui. Vous assurez une part de couverture du marché qui est de 80% aujourd'hui. Non, qui est aujourd'hui de 50%. Cette part de... En introduisant les importations de vos membres, hein. Pas production seulement. En introduisant les importations aussi. De vos membres. Ah oui, on représente 80% du marché. Oui. Vous représentez 80% oui, si on introduit tout ce que font vos membres adhérents. Exactement. Voilà, on n'était pas que à la production. Ouais. Merci beaucoup Abdelwahed Kerrar, président de l'UNOP, directeur général de Biofarm. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Merci. Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançant en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.